sportif, performance, notoriété, un corps, une âme, un esprit. C'est un finisseur. Il finit les actions. Exactement. Décrassage. Bienvenue à tous et à tous pour cette nouvelle émission Décrassage dans un contexte un peu spécial. On a la joie de se retrouver aujourd'hui, nous en tant que présentateurs et chroniqueurs en plateau. Voilà, bienvenue dans Décrassage, l'émission qui décrasse le sport, qui va voir ce qui se trouve derrière les paillettes du sport, des sportifs. Et aujourd'hui, on va parler un peu de l'envers du décor, de ceux qui parlent de sport, de ceux qui écrivent sur le sport. On va parler du journalisme sportif. Avant d'introduire et de présenter notre invité, bien sûr, je vais présenter notre plateau exceptionnel, rayonnant. On a Jérémy qui a toujours rêvé d'être journaliste. Je crois que tu m'as confié ça un jour. Mais tu as sombré entre-temps dans la communication. On te pardonne. Est-ce que t'es pas trop frustré finalement de ne pas être devenu journaliste ? Un rêve déchu. Un rêve déchu. Écoute, on m'a appris dans la vie, il faut toujours un plan B. Bah voilà, c'était la communication. Mon plan B, c'était la com, et j'y suis rentré de plein pied. Son plan B à lui, c'était d'être aumônier du sport. Au début, il voulait être journaliste, acclamé par les supporters et par les journalistes du SCO d'Angers. On balance en ce début d'émission. Pas trop déçu d'être devenu aumônier, ça va ? Tu t'en es remis ? Ça va, mais je sens que je vais postuler au SCO d'Angers vu qu'ils vont descendre dans les bas-fonds de la Ligue 2 et bientôt peut-être en National si le club ne se ressaisit pas. Donc je m'entretiens, je me prépare, on ne sait jamais. On peut toujours relancer une carrière, le plan B pour revenir plan A. Tout est possible à celui qui croit. Bon, on fera une émission Illusion perdue sur Angers, sur Strasbourg, vous en avez l'habitude. Donc avec nous, comme je disais, un journaliste, Ben Barnier. Salut Ben. Salut à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, quelques petits mots de présentation. Ben, tu es ce qu'on appelle un grand reporter. Dernièrement, tu es notamment parti plusieurs fois en Ukraine. Et si on te reçoit aujourd'hui pour passer ces quelques minutes avec nous, c'est parce que dans ta carrière, tu as et tu vas encore traiter de sujets de sport. C'est un des sujets que tu apprécies particulièrement. Et tu as notamment couvert les JO de Tokyo en 2014, de Sochi en 2014, et de Tokyo en 2021. Et c'est de ça notamment dont on va parler aujourd'hui. Justement, deux parties aujourd'hui, et avec une petite nouveauté aujourd'hui. C'est Jérémy qui s'essaye à l'exercice de la chronique avec une petite jérémiade. Voilà, donc Retour au plan A. Exactement. Voilà, toute sa frustration de journaliste, il va la mettre là maintenant. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Après. Je vous propose de passer à cette première partie où justement on va parler de ton expérience. Alors on va commencer à l'envers, on va parler d'abord de 2021 et après de 2014 pour ce qui est du plus frais, où donc tu as été à Tokyo dans ce contexte spécial sous Covid. On en a beaucoup entendu parler, on l'a beaucoup vu à la télé et toi tu l'as vécu sur place. Petite question introductive et comme ça on va pouvoir rentrer dans la discussion. Toi, si tu devais retenir quelque chose sur comment tu as vécu ces Jeux en tant que journaliste, quel goût ça avait ces Jeux à Tokyo en 2021 ? Je dirais que ça avait un goût un goût de carton, quoi, un goût très très décevant. Je m'attendais à avoir les papilles qui frémissent dans tous les sens possibles du terme, même au niveau des restos bien sûr, mais surtout de ce qu'on allait y vivre. Honnêtement, ça a été extrêmement insipide pour ce qui était de l'ambiance, parce qu'il n'y avait pas d'ambiance. Voilà. Après, il y a eu des très très belles rencontres et de belles performances de Français et Françaises que moi j'ai suivi sur place. Donc ça c'était génial, mais non, ça a été globalement une grande déception. Ouais. Justement, tu parles des sportifs que tu as suivis, que tu as l'habitude de suivre. Comment elles se sont passées justement ces relations avec les sportifs ? C'est clair que vous ne pouviez pas forcément vous retrouver quand vous voulez, où vous vouliez. Comment ça se passait à ce niveau-là, ce rapport sportif-journaliste ? Justement, c'est ce qui était génial, c'est que quand tu es dans un environnement comme ça où
en gros, tout est interdit parce qu'on est en pleine crise du Covid et dans un pays, le Japon, qui a pris toutes les précautions, je pense tout simplement trop de précautions pour un événement comme ça. La moindre rencontre, c'est comme se voir au travers d'une vitre, quoi. Les quelques moments où moi j'ai changé, justement pas sur le téléphone, mais en présentiel avec les athlètes, c'était génial. C'était vraiment super parce que oui, on avait le sentiment de vivre juste de voir de sa face, c'était exceptionnel. Et après, c'est vrai que pour avoir tout justement ce qui fait le sel, la saveur du reportage sportif, à savoir les coulisses, les à côté, ça passait énormément par le téléphone, en fait, simplement. C'est-à-dire que moi, je recevais, on a fait des tas d'interviews WhatsApp, on a récupéré plein de trucs sur Instagram, mais c'était pas du reportage au sens classique, c'était plus comme dans le film Lost in Translation. Moi, j'étais un peu coincé dans ma chambre d'hôtel pendant 15 jours. Est-ce que ça t'a pas dégoûté de ton métier? Ça t'a encore plus donné envie, justement, peut-être d'explorer des façons de faire différentes, peut-être? Bah ouais, en fait, on a été obligé de prendre ce parti pris en fait, moi, j'ai fait un documentaire là-bas de 52 minutes qui s'appelle Tokyo Jeux interdits. Parce qu'en fait, il n'y avait pas d'autre documentaire possible à faire que celui-là. Donc, on a raconté comment est-ce que justement on vit avec les tests salivaires à l'aéroport, à l'hôtel, très régulièrement. Comment est-ce que les athlètes vivent ça? Donc, eux filmaient leur chambre d'hôtel et nous montraient ça aussi. Il n'y avait pas la vie du village olympique classique. Il n'y avait pas aussi non plus les familles. Normalement, quand on fait les JO, les athlètes, ils font venir leurs familles proches. Il n'y avait pas ça. Donc, pour eux aussi, c'était vachement difficile. Mais du coup, les moments de rencontre, les moments de match, parce qu'au bout d'un moment, on a pu pouvoir assister au match. Moi, j'ai notamment assisté à la finale des handballeuses françaises qui ont gagné leur première médaille d'or. Et donc, c'était à la fois magique, parce que c'est trop beau. On les avait suivis depuis plusieurs mois, on les aimait beaucoup, on s'était beaucoup attachés à elles. Et en même temps, c'était un crève-cœur, parce que le stade était vide. Et que les seuls, d'ailleurs, il y a un papier qui a été écrit là-dessus, qu'en fait, les supporters des Jeux de Tokyo, c'était soit des journalistes, soit d'autres sportifs. Là, en l'occurrence, ils avaient les handballeurs français qui venaient de remporter la médaille d'or, qui les avaient empêchés de dormir la nuit parce qu'ils avaient fait la fête. Et leur match à elles, au handball, c'était le lendemain. Et donc, ils sont venus. Donc, tu avais toutes les stars, quoi, les Karabatic, etc., qui étaient là pour encourager les filles qui, en plus, leur ont fait ce cadeau et nous ont fait ce cadeau d'avoir la première médaille d'or. Et justement, est-ce que ce documentaire, tu l'avais écrit avant d'aller là-bas? C'était vraiment un projet ou finalement, tu t'étais pas imaginé que ça serait aussi pire que ça? Quel scénario tu t'étais fait un petit peu à la fois perso et pour le documentaire? Bah c'est ça, Joël, justement, c'est ça le truc, c'est que ça a été une déception. On s'est dit, bon, ok, une déception, mais maintenant, on n'est pas là pour raconter notre déception, on est là pour raconter en quoi ces JO sont extraordinaires. Et on s'est dit avec l'équipe, parce que j'étais pas tout seul, hein, j'avais un JRI, donc un caméraman et un monteur, Christophe Kenk et Harold Rox, et en fait, on s'est dit, en fait, on se souviendra de ces JO dans 10 ans, dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, comme les jeux du Covid. Donc ça sert à rien d'essayer de masquer l'aspect Covid, au contraire, montrons-le à fond. Montrons qu'en fait, on n'a pas le droit au petit-déj à l'hôtel et qu'il y a un Japonais ou une Japonaise qui dépose un petit sac tous les matins pour pas qu'on se mélange au petit-déj. Montrons que justement, on goûte pas la gastronomie japonaise, qu'on n'a pas le droit d'aller au resto, ou on a le droit d'aller juste en bas de l'hôtel. Donc montrons-le. Ça s'est imposé en fait, parce qu'on ne pouvait pas en raconter d'autres. Et en fait, je pense que ce documentaire, il sera intéressant encore, je pense, pendant des années, parce que ça raconte les JO interdits. Est-ce que justement, dans ce contexte, paradoxalement, ça n'a pas permis de te rapprocher des athlètes, d'avoir une relation différente et d'approfondir des choses? Je me dis, il y a peut-être plus de distractions dans un contexte normal sur des JO hors Covid. Et là, est-ce que ça ne permet pas de recentrer les choses et justement d'approfondir les choses avec eux? Oui, c'est ce que tu dis en fait, c'est qu'en fait quelque part pour les athlètes, on était un peu leurs amis, leur famille, quoi, les pauvres, j'ai envie de dire, parce que c'est plus sympa d'avoir sa vraie famille. Mais en fait, ils voyaient pas de Français en dehors de leur équipe très rapprochée. Donc oui, il y a eu des beaux jolis moments de connexion. J'ai parlé des handballeuses, on avait aussi suivi un boxeur, Samuel Kistori, qui vient de Bordeaux, qu'on avait vu chez sa maman, avec sa femme. Sa fille, on avait vachement connecté à Paris, en France, pardon, et après, quand ça se trouve au Japon, à partir du moment où lui a été éliminé, malheureusement, là, on a eu beaucoup plus accès à lui parce qu'il n'était plus une source de contamination possible pour le reste des athlètes.
Et du coup, on s'est retrouvés à l'aéroport. C'était hyper touchant parce que lui, il repartait après un seul combat, il était déçu. Mais c'est sûr qu'on est devenu, on a tissé ouais, des liens encore une fois. Et puis le travail documentaire, c'est quand même un travail. Tu as le temps de revoir les gens plein de fois, donc tu t'attaches à eux. T'es pas là juste pour. Et les handballeuses, c'était un peu pareil. Si tu veux, le jour de la finale, évidemment que tu avais toute la presse, mais nous, on était là depuis le stage de préparation dans les Landes 4 mois plus tôt. Donc, tu dis, ouais, nous, on a misé sur vous, en fait, là, depuis le mois de, je sais pas quoi, mois de mai ou juin, ou je sais plus quand c'est, en avril, ou comme ça. Donc, on dit, nous, on croyait en vous depuis le début, donc, de le rendre un petit peu, forcément. Et justement, on a eu l'occasion dans Décrassage d'accueillir Grace Zahadi, qui nous a reparlé des jeux. Est-ce que toi, tu as eu une connexion particulière avec elle? Elle est quand même une joueuse majeure de cette équipe. Est-ce que, le lien avec Décrassage, est-ce qu'il y avait déjà une connexion? Bah ouais, bien sûr. Déjà, on avait échangé un petit peu avec toi. J'avais échangé un peu avec toi, Joël. Star, je sais plus qui m'avait parlé de toi, ou si je connaissais ton travail, je sais pas. Mais du coup, j'avais capté que toi, tu la connaissais. Et du coup, moi, je l'avais déjà interviewée dans les Landes. Mais ça m'a aidé un petit peu à la contacter davantage sur Insta. Et j'ai vu, c'était, si tu veux, il y a un mélange de choses. C'était à la fois cette connexion-là et aussi le rôle que j'ai vu qu'elle jouait sur le terrain et en entraînement. Donc, je me suis dit, elle a une personnalité qui est vachement, elle est vraiment moteur, en fait, Grace Zadi. C'est une carrière au joli sens du terme, au sens noble du terme. Donc c'était vachement beau encore une fois, de la voir s'impliquer, relancer l'équipe. Et puis elle a ce smile, elle a je sais pas, j'allais dire une forme d'élégance, presque une forme de coquetterie, quoi. Je me souviens quand je l'avais vue à Créteil, au centre du handball français, c'était la seule qui était genre maquillée avec des boucles d'oreilles, tu vois. Donc elle a vraiment une place, je trouve elle a une personnalité qui est récente, Grâce, ouais. Ouais, tout à fait. Comment est-ce que tu parlais justement des handballeuses, tu parlais d'un boxeur aussi. Est-ce que c'est totalement libre, c'est-à-dire c'est au feeling, ça se passe au feeling, c'est vous qui choisissez, toi avec ton équipe peut-être, vous dites ah bah tiens celui-ci, tu dis quelques mois avant, ou est-ce que on te dit tu vas aller suivre un tel et tu vas aller suivre un tel, comment ça se passe exactement? Alors c'est un mélange de contraintes, un mélange de parti pris. Moi, pour rien vous cacher, la commande que j'avais eue, c'était, moi je bosse pour France Télé du coup, c'était cast des gens qui seront encore là en 2024, comme ça tu pourras les suivre jusqu'à Paris. Malin quand même. Comme je vous l'ai dit, ça n'a pas été trop possible de faire un truc sportif classique. Alors on a fait un premier docu plus court de 26 minutes sur En route pour Tokyo, où là c'était plus sportif parce que c'était en France et qu'on avait vachement accès aux gens. Et donc voilà. Mais pour les choix que j'ai fait en fait, moi il y avait des gens qui étaient pris, qui n'étaient pas forcément accessibles et qui allaient nous offrir moins de surprises. Donc moi je savais que le handball c'était quand même une machine à gagner des médailles. J'avais vu Merci. que les handballeuses avaient fait l'argent aux Olympiades précédentes, donc c'était quand même une bonne carte à jouer. Et qu'en même temps, comme c'était pas the équipe que tout le monde suivait, elle serait plutôt accueillante et plutôt sympa avec nous. Moi, je voulais beaucoup de femmes et beaucoup de minorités, parce que c'est vrai qu'on a la chance sur France Info télé de pouvoir mettre plein il y a pas de souci avec ça, quoi. On peut vraiment mettre des gens de minorité, c'est plutôt cool, c'est plutôt bien vu. Et en fait, le milieu du sport, quand même, c'est quand même plein de blacks, de rebeux. Il y a des blancs aussi, mais il y a quand même pas mal de blacks et de rebeux. Donc c'était, je trouve, assez cool de le montrer comme ça et d'aller chercher des gens qui n'étaient pas forcément les grosses stars. C'est passé un peu comme ça, mais t'as quand même du temps quand tu prépares ton doc. Donc c'est pas comme un truc de news où tu cours en zone mixte et tu dis ah je vais faire tel ou tel. Là moi j'ai eu le temps d'étudier, de parler avec les fédés, de voir les gens qui étaient un peu au taquet, les gens qui te répondaient bien. Et pareil, c'est vrai que c'est un monde qui a beaucoup changé. Et tu vois aussi ceux qui ont un compte Insta un petit peu florissant. C'était le cas de certaines des handballeuses. Il y avait aussi Kumba Larocque que j'ai suivi, la pauvre qui a fait des vidéos catastrophiques en lutte, mais qui était un peu une des stars montantes. Tu avais tout le comité Paris 2024 qui la suivait. Donc il y avait un mélange, si tu veux, de bons tuyaux contre fil qui s'avéraient n'étaient pas forcément des bons tuyaux pour cette Olympiade. Et puis de mon envie à moi de montrer la jeunesse, montrer la diversité.
Est-ce que j'ai deux questions à te poser. La première, est-ce que tu as, sur ces jeux-là, par rapport à d'autres compétitions que tu as couvertes, est-ce que tu as eu plus de temps pour toi, moins de temps de travail et peut-être plus de temps pour, malgré le décalage horaire, pour contacter ta famille? Est-ce que le rythme a été différent? Parce que tu nous disais que tu étais contraint de rester dans ta chambre, mais est-ce que finalement il y avait plus ou moins de travail? Comment toi tu as vécu ça dans ta chambre? C'était quoi tes journées? Ben, ça dépend. C'est qu'il y avait effectivement des moments où j'étais moi dans ma chambre d'hôtel, à même déprimé franchement. En plus que je venais de vivre une épreuve personnelle terrible. Je venais de perdre ma maman au mois de mai, donc quelques mois plus tôt. Donc c'était pas le moment en fait d'être coincé dans une chambre d'hôtel minuscule, hein, parce que c'est aussi le charme du Japon, c'est que tout est hyper petit. Donc oui, j'ai passé franchement des moments de déprime à pas pouvoir voir tous les matchs que je voulais voir, les entraînements, etc., ni voir la vie de Tokyo 8, ni parler avec les gens. Hein, donc c'était assez horrible. Pour ce qui est des relations avec la famille, il y a un tel décalage horaire que c'est quand même limité hein, pour échanger avec ma femme, mes enfants. Avec le décalage horaire, il n'y a que des petits créneaux, on peut se retrouver. Quoi. En gros, soit tu les réveilles un peu trop tôt, soit ils t'empêchent d'aller te coucher. Enfin, c'est pas génial. Donc voilà. Après, cela dit, à la fin, ça s'est vachement accéléré parce que justement, nous, on a diffusé le documentaire. Je crois que c'était le lendemain de la victoire des filles en athlée et c'était le dernier jour des JO. Donc là, un sprint pas possible et c'est souvent comme ça. Hein. Tu commences un peu cool justement à gambader, à chercher plein d'idées. À la fin, c'est juste il faut y aller quoi. Donc voilà. Là, ça serait un peu la question de l'aumônier. Quand j'entends ça, j'ai envie de prendre soin de toi et de me dire comment tu as vécu ce temps de dépression, comment on s'en sort, comment on positive, qu'est-ce qu'on toi, t'es un peu tes secrets? Déjà, je pense qu'il y a le côté... Moi, si tu veux, dans mon équipe, là, le caméraman, Jérick avec moi, Chris Kenk, c'est vraiment un copain, c'est un ami. Et en fait, une fois ou deux, je lui dis, en fait, là, je vais pas bien, je viendrai vous voir quand je peux vous voir, quoi. Je suis pas bien, en fait, je suis en larmes. Enfin, t'as pas besoin d'expliquer, mais tu dis juste, tu vois, on prend un time off, là, c'est juste, on prend un break. Donc, il y a de ça, déjà, je pense déjà juste savoir dire ça. Et après, moi, je partage aussi vraiment une vie de foi, une vie de prière, où effectivement, quand tu es conscient de ta chambre d'hôtel, oui, des fois, tu as le temps du coup, de vivre peut-être un peu plus stable ou de prier un peu plus. Donc, il y avait eu des moments comme ça, c'est vrai, de peut-être juste de mettre un peu de louange sur ton téléphone, tu te sens un peu mieux. Un mélange de ça. Après, j'ai trouvé que moi, c'était assez oppressant, justement, l'ambiance spirituelle au Japon. C'était quand même un peu dur. Et tout C'est à pas l'heure, un pays où tu peux tellement exprimer ta foi. tout à l'heure, Thierry disait que tu as couvert les JO de Sochi. Est-ce que tu n'as pas eu l'impression Ouais. d'être un peu chat noir, c'est-à-dire d'être sur deux épreuves un peu très très bizarres au niveau ambiance? Bien sûr. Et est-ce que tu sens que Paris 2024, ça va être au top? Ouais, si, non, mais je me le suis dit, justement, quand je dis c'est décevant, je dis mince, c'est pas faux, je veux pas que les gens arrêtent d'écouter parce qu'on voit un mec qui est pas content, c'est qu'en fait, j'adore tellement ça, j'aime tellement les événements sportifs que tu te dis, attends, c'est mes premiers JOTT, c'est au Japon, c'est le pays le plus génial du monde, c'est le pays des mangas, les sushis, je sais pas quoi, tout est écrit en japonais, ça va être trop, mais dingue, quoi. Donc, oui, ma déception était à la hauteur de mes attentes. Mais oui, j'étais un peu, ouais, c'est vrai que Sochi, ça me l'a fait aussi. J'ai fait aussi la Coupe du Monde au Brésil, pareil, c'était pas aussi rigolo que ce que je pensais. Finalement, ce qui a été le plus sympa des gros événements que j'ai fait, c'était la Coupe du Monde en Russie, en 2018. Ça peut paraître bizarre, hein, dire du bien de la Russie aujourd'hui, surtout moi qui vais tout le temps en Ukraine. Et franchement, une des compétitions les plus sympas que j'ai faites, c'était des grosses compètes. Grosses, hein, parce que sinon j'ai fait d'autres trucs en Afrique qui étaient topissimes, Coupe d'Afrique des Nations et tout, mais gros trucs, la plus sympa, c'était ça. Donc, et les Sochi, c'était horrible. C'était dans un autre genre, hein, mais Sochi, c'était l'utilisation d'une méga plateforme pour une utilisation politique, en fait. C'était horrible, franchement.
Justement, tu as l'air spécialiste de suivre des compétitions en contexte difficile et ça pose la question parfois un peu piquante aussi pour un journaliste de l'objectivité, comment on fait vraiment, est-ce qu'on est vraiment objectif et ça a inspiré du coup, comme on l'a dit en introduction, une petite chronique à Jérémy, qu'on a tout simplement appelé une jérémiade. Je pense que ça le décrit bien. Donc Jérémy, à toi la parole. Et puis Ben, si tu veux te défendre après sur le métier de journaliste, tu pourras le faire. Évidemment, on parle de l'objectivité du journaliste et on a déjà échangé un petit peu avec Ben. Il m'a prouvé que c'était une vaste blague, que ça n'existe pas. Il y a qu'en école de journalisme qu'on apprend ça. Tout le monde sait bien que ça n'existe pas. Alors, c'est qu'une vue de l'esprit, c'est une chimère. Ça me fait râler. Moi, ça me fait râler qu'on me fasse croire qu'un journaliste, c'est quelqu'un d'objectif. Selon quel référentiel ? On va me faire croire que c'est la vente d'encarts publicitaires, le nombre d'abonnés à la chaîne YouTube, l'exactitude des faits façon dictionnaire. Alors je vais laisser volontairement de côté le journalisme conventionnel, sur lequel j'aurais tellement de choses à dire. Parce que comme l'a dit Thierry, effectivement, je me destinais à une carrière de journaliste avant de bifurquer in extremis. Est-ce que c'était pas justement un plan B qui s'est révélé être le mieux pour moi ? En tout cas, n'y voyez pas là une occasion de régler mes comptes. Loin de là, si je tire à boulet rouge sur ce corps de métier que j'aime vraiment et pour lequel j'ai de l'affection, c'est plutôt par justement affection. Un peu comme tous ceux qui te disent après t'avoir planté un couteau dans le dos, mais c'est pour t'aider, c'est pour t'aider. Bref, revenons à nos moutons, nos auditeurs, et concentrons-nous sur le journalisme sportif, le cœur de notre sujet et de notre invité. Alors je vais essayer, moi, personnellement, de définir ce qu'est un bon journaliste sportif. En toute subjectivité, bien sûr. Déjà, pour moi, il doit être passionné. Passionné par le sport qu'il couvre, capable d'en comprendre et d'en vulgariser les enjeux et les règles, d'en partager le contexte et les histoires marquantes. Parce que si je veux de l'objectivité, j'ai quelques sites où je peux aller chercher les résultats tout seul. Merci, ça me va très bien. Alors ensuite, il doit être passionné par les sportifs. Passionné par les sportifs qu'il rencontre, par leurs histoires. Et ça nécessite forcément d'avoir une intimité particulière avec les athlètes. Tisser des relations, comprendre, expliquer des décisions qui peuvent paraître étonnantes pour le grand public. La passion, je le précise, n'est pas forcément incompatible avec le recul, avec l'analyse d'un événement et de ses enjeux. Mais soyons sérieux 2 minutes. Quel est le premier truc qu'on dit à quelqu'un qui est passionné ? Et faites-moi confiance, je l'ai entendu toute ma vie. Non, mais tu dis ça, mais c'est parce que tu manques d'objectivité. CQFD, il faut de la subjectivité. Alors, envoyons bouler une fois pour toutes cette prétendue objectivité de façade journalistique. Moi, je veux de la passion. Je veux qu'on me raconte de belles histoires. Je veux qu'on me parle avec passion des règles du curling. Je veux de la subjectivité documentée, prouvée, analysée. Sinon, je n'ai plus qu'à lire un de ces trop nombreux articles qui fleurissent, revues de tweets imbuvables, où le pseudo-journaliste relaie des avis qui n'intéressent personne d'autre que ceux qui souhaitent être confortés dans le leur. Si je veux de la subjectivité pure, je demande à Thierry de me parler du RC Strasbourg, par exemple. Aucun intérêt. Je crie et je milite pour un retour de cette subjectivité assumée. En somme, mes vœux pieux ressembleraient presque à un polar écrit par notre invité et inspiré par, je cite, l'ambiance étrange, sombre et dérangeante des JO de Sochi. Ça a quand même sacrément plus d'intérêt que de connaître le montant objectif du prochain contrat de Neymar, la copie conforme objective de la plainte de ses voisins de Bougival ou les captures d'écran objectives de ses derniers DM sur Insta. Ben, on ne se connaît pas personnellement, mais merci pour ta subjectivité journalistique. Merci, et donc j'attendais plus d'attaques encore là. C'est ce que j'ai dit. J'aurais pu y aller plus fort. Oui. Ça montre l'affection que j'ai pour ce métier. Mais il aime le service public, donc il s'est calmé. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il peut rester en plateau avec nous, c'est ça ? Est-ce que tu nous le valides ? Ouais, On avait quelques doutes, c'est bon ? Ouais, tu peux y aller, ouais, bien sûr. En même temps, tu as tout à fait répondu quand tu parlais de cette subjectivité qui t'a amené à choisir justement le sujet des handballs. En plus, je suis handballeur, donc j'ai encore plus d'affection pour ça. Mais voilà, ça m'intéressait de savoir comment est-ce qu'on choisissait les athlètes qu'on suit. Et voilà, subjectivement, très bien.
Après, ce qu'il faut que je te Vas-y. dise, c'est que moi, je suis pas un pur produit du news, hein. Je suis quand même quelqu'un qui déborde assez facilement vers le documentaire, vers le Hmm. magazine. Avant, alors c'est vrai que j'étais formé dans une école assez classique, puisque j'ai fait l'école de journalisme de Sciences Po. Mais avant ça, j'ai fait moi de la sémiologie de l'image avec Frédéric Lambert pendant 3 ans, où justement il vantait le côté euh, euh, subjectivité assumée. Ouais, mais c'est bien. Donc je suis capable tout à fait de mettre une cravate et de faire le compte rendu d'un meeting à l'Élysée. Je peux le faire avec conviction, mais je pense que là où je m'exprime le mieux, c'est quand même ouais, sur ces documentaires et sur Sochi, j'ai eu d'autant plus besoin de raconter dans un polar que j'étais là à ce moment-là pas pour France Télé, mais pour une agence AP où là tu fais du hyper objectif, hyper neutre, et donc c'était insupportable quoi de dire attends justement je vais pas rentrer de 15 jours, 3 semaines à Sochi en Russie sous Vladimir Poutine et dire juste alors aujourd'hui en conférence sur le snowboard artistique tu vois machin a dit que c'était un bon résultat et il espère faire encore mieux dans 4 ans. Je dis non, non, attends, les Juillet de Sochi, c'était pas ça. Pardon, je sais pas si pour moi, Juillet de Sochi, c'était ça, quoi. C'est pour ça que je l'ai raconté là-dedans dans le bouquin. Que tu vois là, c'est que je me suis dit, c'est un truc qui veut rien, c'est espèce de hold-up, tu vois. Mais j'étais pas payé pour dire ça, moi, pour AP. C'est pas qu'ils voulaient que je dise autre chose, mais ça les intéressait pas. Ils voulaient des comptes rendus de conférences de presse. Donc moi, j'ai fait mon job sur lequel j'étais payé. Et après, je suis rentré et je me rappelle, j'étais sur le canal de Saint-Martin, complètement sonné par cette expérience. Et je me suis dit, ok, j'ai pas pu le raconter dans mes reportages parce que justement, je faisais pas de documentaire là-bas. Mais par contre, je vais écrire un bouquin où je vais fantasmer comment ces JO auraient pu totalement frapper, quoi. Ça en dit long, je trouve, sur ce que vit un journaliste et tu n'y es pas forcément préparé aussi. Hein, c'est ce qu'on parlait aussi avant avec Tokyo 2021. Joël, tu faisais référence avant à l'émission avec Grace Zahadi, qui était notre première émission. On a parlé d'un thème qui est de plus en plus en vogue, qui est la santé mentale. Alors, c'est de plus en plus en vogue chez les sportifs et on a déjà abordé quelques aspects perso aussi de ta vie. Justement, tu as parlé de Sochi, de ce besoin d'écrire un livre. Comment on gère sa santé mentale en tant que journaliste? Tu parlais aussi avant du contexte aussi dans lequel tu es parti avant les JO de Tokyo quand tu avais perdu ta maman quelques semaines avant. Comment on gère sa santé mentale en tant que journaliste qui part loin comme toi? Je dirais simplement, je pense qu'il faut prendre soin de soi et soin des autres autant qu'on le peut. Donc prendre soin des autres, à distance, c'est pas si facile, mais il y a des petites stratégies. Bon, moi, je suis marié, par exemple, donc évidemment, je peux pas faire tout ce que je devrais faire si j'étais là, mais ça m'arrive, je sais pas, de commander la nourriture à distance, tu vois, au supermarché du coin qui livre un panier type, ce qui fait que moi, pour ma femme, c'est un peu moins galère, qui fait que, en plus de mon calage d'interview, j'ai un calage de nounou plus quand je pars 2, 3, 4 semaines, et puis d'avoir des petites attentions, je sais pas, mais bien senti, d'envoyer des vidéos régulièrement, aussi de peut-être pas trop montrer les choses trop dures. Alors là, c'était peut-être moins le cas sur le sport, mais en Ukraine, par exemple, tu vois, de peut-être pas accabler ton entourage parce que tu vis, parce que toi, t'y es, t'es dedans, mais c'est peut-être pas évident pour les autres. Et prendre soin de soi, déjà, ça veut dire pas trop picoler, parce que les journalistes sur le terrain et les sportifs sont pas les derniers. Ça balance, ça balance. Ouais, donc t'as deux sortes. T'as ceux qui sont ultra sportifs, ils auraient pu faire quasiment le sport qu'ils couvrent, et t'as les autres qui ont C'était lâché leur l'affaire, plan B, quoi. justement. Ouais. Donc ça passe par là, ça passe par pas faire trop la fête. Les gens qui font trop la fête, moi j'avais couvert l'Euro 2012 à Donetsk. Encore une fois, ça paraît lunaire, mais moi j'ai passé 4 semaines géniales à Donetsk. C'était pas la guerre du tout, c'était en 2012. Et pareil, il y a des gens qui ont pété un câble là-bas, ça pourrait faire d'ailleurs un autre roman. Les gens ont fait trop la fête, quoi. Ils se sont égarés, tu vois. Donc il y a tout ça, et puis il y a ouais, si tu pars avec un ou deux copains ou des confrères que t'aimes bien, d'être un peu garde-fou, voir jusqu'où tu vas et jusqu'où tu vas pas. Et après, effectivement, voilà, moi, ce qui est voilà, pour moi, ça peut être ça. J'écris aussi pas mal, ça peut aider. Et voilà, il y a des moments de prière aussi. Mais pas tout le temps non plus, hein. Souvent,
Voilà, tu essayes de composer en étant le plus droit possible. On en a parlé, après on a évoqué ce sujet de ta foi et tu viens d'en parler. Comment justement on peut vivre ça dans des contextes difficiles aussi que toi tu rencontres dans tes déplacements? Comment vivre sa foi qui est une valeur importante pour toi, hein, et qui est, comme tu l'as dit là, une partie d'un ressourcement aussi personnel plutôt que d'aller chercher un ressourcement en dehors. Comment on vit ça quand on est en tournage, loin de chez soi, loin de ses repères? Ben, il y a deux moyens très simples, hein. Il y a tout ce qui est sur le téléphone et il y a tout ce qui est en vrai, dans le monde physique, enfin, et spirituel en l'occurrence. Donc il y a quand même, c'est quand même assez génial maintenant, et je pense que Joël, dans le travail que toi tu fais avec les athlètes, tu dois le vivre. Il y a quand même malgré tout de très très belles choses avec les technologies qui font que tu peux et avoir des échanges profonds. Si tu as besoin de faire un Skype ou je sais pas quoi, un WhatsApp avec quelqu'un, où tu peux vraiment avoir presque une espèce d'entretien si tu en as besoin. Tu peux aussi suivre tout un tas de prêches. Moi, j'écoute beaucoup les prêches de Yvan Carluère, sur d'MLK sur mon téléphone. Et ça te permet quand même malgré tout par exemple, là, c'est que récemment en Ukraine, les trajets sont sans fin, quoi. Donc, tu te fais un Kiev-Kharkiv, c'est 7 heures de bagnole, tu as le temps d'en écouter des prêches d'Yvan Carluère ou des décrassages, ou t'as du temps, quoi. Tu peux continuer à écouter les crassages. C'est bien, Voilà. vas-y, continue. Écoutez toute la première saison. C'est bon, tu peux prier un peu plus, parce que moi j'ai des enfants en bas âge, donc j'ai pas forcément le temps à la maison. C'est bas âge. À l'hôtel, quand c'est pas trop speed en début de mission, j'ai quelques temps un peu comme ça. Et après, tu as des moments, ça dépend des endroits. Moi, j'ai fait pas mal de missions aux États-Unis où carrément, tu peux aller dans des églises. Si tu pars, moi, je suis parti 4 semaines aux États-Unis, tu as le temps de faire un dimanche matin à l'église, ça se fait. Tu dis à ton équipe, pareil, typiquement, tu auras peut-être un dîner un peu sympa la veille, avec du vin, machin. Tout le monde est très content d'avoir le dimanche matin off, et toi, tu te lèves et tu vas à l'église, et c'est trop génial parce que tu rencontres des gens qui t'accueillent super bien, comme si c'était de la famille, et puis tu as vraiment décroché même du huis clos, qui est un petit peu une mission où tu es toujours avec les mêmes gens. Donc tout ça, c'est possible, hein, mais ça dépend de l'endroit où tu te trouves, quoi. Oui, justement, c'était ma question. Est-ce qu'avec tous les pays, tu as parlé du Brésil, l'Ukraine, plein de pays que tu as fait, Japon, est-ce que tu as des fois le temps d'aller découvrir les églises, aussi le côté architecture, enfin, quel que soit temple, cathédrale? Est-ce que tu as eu l'occasion? Est-ce que tu as un souvenir marquant peut-être au Brésil? Ouais, j'ai un super souvenir, je t'allais dire, le Brésil, c'est un bon endroit pour aller à l'église quand même. C'est-à-dire que, bon, malheureusement, c'est très, très politique. Nous, en France, on a peut-être cette chance où ça t'a pas, c'est pas tellement hijacké, quoi, par la politique. C'est pas tellement de mainmise de la politique sur l'église. En Brésil, c'est une relation qui est plus complexe. Mais en revanche, t'as quand même un tissu d'église qui est vachement riche. Et moi, je suis allé à l'église à Ribeirão Preto, qui est l'endroit où les Bleus se sont entraînés pendant 3 semaines. Et une église, on va dire, pentecôtiste, évangélique, très réveillée, où il y avait des haut-parleurs de ouf et tout, mais c'était vachement sympa de faire ça un dimanche matin. Architecturalement, c'était pas hyper sympa, mais par contre, c'était assez intéressant l'ambiance. Et j'y suis retourné après à Rio, dans une petite église de quartier hyper cool, où les gens étaient hallucinés qu'il y ait un Français là-bas, hyper gentil. C'était un soir, et c'était vraiment des jolis moments. Et justement, on parlait même de santé mentale un peu plus tôt. C'est quand même des moments où ça ressemble quand même à une vie de sportif, une vie de journaliste comme ça qui voyage beaucoup. T'as l'impression que tu dois toujours être en train de faire des trucs, toujours chercher des idées, toujours là. Et là, tu dis, ok, là, on va faire une pause. On va aller à l'église. Alors, je peux pas forcément éteindre le portable, ça, c'est pas possible. Mais tu le mets peut-être un peu de côté, tu le mets un peu sur le silencieux. Et puis, et quelque part, bizarrement, tu bosses d'autant mieux. Tu vois, le dimanche matin où tu es allé à l'église, où tu as été vraiment renouvelé, tu as vécu des jolies choses dans les chants, dans la louange, juste dans l'amitié que les gens t'ont manifesté. Derrière, tu as 10 fois plus envie de bosser, en fait. Tu vas mieux. Justement, tu l'as dit, tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied en disant que des fois, ça ressemblait, la vie d'un journaliste ressemblait à celle d'un sportif. Est-ce que tu as fait des rencontres par rapport à ça avec des sportifs avec qui tu pouvais partager des choses au-delà de ton métier, que ça soit la foi ou autre chose, hein. Mais est-ce que tu as des exemples marquants comme ça ou pas? Ou est-ce qu'il faut garder une réserve? Je sais pas s'il faut forcément garder une réserve. Je sais que nous, on avait un peu échangé avec Grazadi, parce que c'était un peu on avait un peu de réseau en commun. Mais
mais c'est pas allé beaucoup plus loin parce qu'on se voyait en zone mixte malgré tout à Tokyo et que t'as pas le temps non plus de te poser, je sais pas, de raconter un peu ton parcours de foi. Donc moi, je sais pas aller plus loin que ça. Moi, j'ai eu des moments quand je bossais pour une chaîne américaine où j'ai prié pour une fille qui était gravement malade et mon caméra halluciné. Et en fait, en plus, elle a guéri. Enfin, c'est une espèce de témoignage de dingue, quoi. Mais donc voilà, ça c'était un ou deux trucs très cool, mais ça reste assez, assez. Oui, tu j'aimerais dis ça te dire comme que si c'était tranquille, une petite anecdote, mais quand même. Je Ah ouais, pense non, que c'était un truc de dingue. ouais, c'est Mais ça. j'aimerais te dire que ça m'arrive tout le temps. Et tu vois, j'aurais voulu le faire pour ma maman, pour Ah, d'autres déjà gens que une je fois, connais c'est mieux. bien. Mais il se trouve que c'était pour une jeune fille africaine au Burkina Faso, gravement atteinte de méningite. Et on faisait un sujet sur la méningite, parce que Bill Gates payait des vaccins contre la méningite. Et en fait, on cherche toujours, c'est un peu triste, tu cherches les pires cas pour illustrer le sujet. Et donc là, on a trouvé l'un des pires cas dans un hôpital de Ouagadougou. Et la pauvre fille, elle était complètement squelettique, etc. Et moi, j'ai demandé de pouvoir prier pour elle. Et donc, j'ai prié pour elle. Et j'ai prié en français, mon collègue était anglais. Et quand on a terminé le tournage, il m'a dit, écoute, moi je suis allé en Irak, je sais pas combien de fois, en Afghanistan, mais là, tu as prié pour elle, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je suis vraiment désolé, je suis pas censé le faire, mais j'ai eu trop de peine pour cette pauvre fille, quoi. Donc voilà, et puis voilà. Et en fait, il se trouve qu'on nous a renvoyés au Burkina Faso 2 mois plus tard, et qu'on a dû retourner dans le même hôpital. Et j'ai retrouvé la même infirmière en chef, et je lui dis, elle me dit, ah oui, c'est vous qui avez prié pour la fille. Je dis, oui, oui. Elle me dit, bah, elle est plus là. Je suis là, ok, d'accord. Ça sent pas bon, ça. Elle me dit, non, non, elle est plus là. Elle est dans son village, elle va nickel et tout. Et du coup, Wow. j'étais hyper ému, quoi, hyper touché, hyper reconnaissant quelque part, si tu as vécu ça. Mais c'était franchement bizarre, parce que je te dis, j'enfreignais un peu quelques règles. Alors, encore une fois, c'était pas pour mon employeur actuel, hein. Mais dans le milieu, peut-être Gardez-le, un peu s'il vous mieux, plaît. tu vois. Mais c'était fou, ouais. C'était vraiment fou. C'était hyper beau de faire ça. Et en plus d'avoir le suivi, parce que j'aurais pu prier pour elle et puis qu'elle guérisse et que je le sache jamais, si tu veux. Mais là, elle était donnée pour morte, quoi. Ouais, en plus, La ouais. pauvre, elle était cuite, hein. Mm. C'était pas genre, non, c'était pas bon, quoi. C'était un vieux en Afrique. Il n'y avait pas trop d'espoir, malheureusement. Donc c'était une belle histoire. Ouais. On arrive tout doucement à la conclusion de cette émission et du coup, depuis quelques minutes, on parle voilà, des à côté aussi de ta vie de journaliste, de tes valeurs, de ta foi aussi. Et merci du coup de nous donner justement aussi un peu ces à côté. On voit que tu arrives aussi à vivre toi ta vie, même quand tu es en tournage, même quand tu es dans des contextes difficiles aussi. Je trouve ça intéressant aussi de voir comment tu peux vivre ce qui te tient à cœur. Et vous en avez l'habitude depuis le début de la saison. On conclut cette émission déjà avec le speed dating de Joël, et donc qui va surfer sur cette vague du spirituel et de ce qu'il a préparé. C'est à toi, Joël. Merci beaucoup Ben pour ce que tu as partagé, pour ta franchise, et je me dis qu'il y a encore des livres à écrire, des documentaires à faire sur toi, et j'aurais presque envie de changer mon speed dating sur les questions de laïcité, parce que en fait tu n'es pas le seul à être confronté à ça. Ça me rappelle un témoignage de Joël Abati, qui était joueur emblématique de l'équipe de hand, et qui, alors que l'équipe de France est censée représenter une forme de laïcité, enfin pas les joueurs mais le coach au moins, et que un de ses entraîneurs un jour lui a dit, parce qu'ils étaient vraiment mal, est-ce que tu peux pas nous faire une petite prière? Et je pense que des fois dans les cas comme tu as dit, finalement on n'est pas là pour faire du mal, on est là pour faire du bien, et entendre que des gens ont été guéris, ont été bénis par ta prière, j'ai du mal à me dire que tu pourrais te faire licencier pour ça, mais ça serait l'objet d'une autre chronique. On garde ça pour plus tard, mais ça me touchait en fait de me dire qu'il y a des choses qui sont belles et spontanées et qui relèvent du cœur, et c'est ça que j'aimerais parler ce soir. C'est un peu de ce cœur, comment le faire vivre d'une manière saine dans un rythme de vie effréné. Et il y a clairement, on l'a vu dans ce que tu as partagé, un parallèle évident entre le rythme de vie d'un sportif de haut niveau et celui de journaliste qui suit des événements sportifs, la manière dont vous vous déplacez tout le temps, les voyages, les rythmes dans les hôtels, couvrir les conférences de presse, les entraînements, écrire des articles. Il y a un rythme infernal.
Et la question de maîtriser son temps se pose. Et donc, je me suis intéressé à la vie de quelqu'un qui avait une vie très trépidante. Et puis, ça nous est raconté dans un des best-sellers de la littérature mondiale. Et c'est la vie d'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'humanité, rien que ça. Et comment lui gérait son temps. Alors, on retrouve ça dans un livre qui s'appelle l'Évangile selon Marc, qui nous raconte la vie d'un certain Jésus. Et il nous est dit que ce gars-là se levait pour s'isoler très tôt le matin avant que le soleil se lève et il priait. Et il était tellement sollicité, il y avait des foules qui venaient lui demander tellement de choses que lui, il avait besoin de ce temps à part, tout seul, pour prier. Et je me dis, c'est une phrase qui est très courte dans ce livre, très connu, et on peut passer à côté. Et elle est tellement riche d'enseignements. L'importance de se poser, de méditer, de préparer sa journée et de le faire dans la prière, de venir dans le calme et de laisser retomber l'agitation pour revenir à l'essentiel, pour pouvoir mieux préparer cette journée. Et quelle belle leçon que tu nous as donnée, Ben, en nous disant que mettre une journée à part ou une demi-journée à part, ça ressource. Et c'est tout le thème de la chronique, c'est que finalement on pense qu'on a perdu du temps. Notre temps, il est gaspillé quelque part, on le récupérera jamais. Mais ce qu'on en fait en s'arrêtant, en réfléchissant et en priant, eh ben finalement c'est du temps de gagner, c'est du temps bénéfique en termes de sagesse, de calme et de confiance au milieu de la tempête. Alors merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à vous trois, merci pour votre invitation. Merci Joël, merci Jérémy, merci Ben de nous avoir partagé tout ça. On espère que Paris 2024 se passera dans un climat peut-être moins pesant que Sochi, Tokyo. On va dire qu'on va se laisser surprendre, tous autant qu'on est. On va se laisser surprendre. Toi aussi, tu as l'habitude de vivre aussi un peu au jour le jour et à voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, merci pour ce que tu nous as partagé sur cet envers du décor qu'on voit à travers la caméra et les caméras là aussi qui sont devant nous, et pour ces petites choses aussi que tu nous as partagées. Nous, on se retrouve pour un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode, à liker nos différents réseaux sociaux, à parler autour de vous de l'émission qui décrasse le sport et un peu les journalistes aujourd'hui du coup. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Oui.